Bonjour à toutes et à tous déjà, merci d'être venus. Donc, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, le sujet est autour de la modernisation du CID de la CNAF, mais pas que. Donc, l'objectif aujourd'hui en 20 minutes, c'est de vous faire un retour d'expérience sur ce sujet, mais plutôt sur le plan humain et organisationnel que sur le plan technique, même si on verra les solutions choisies. Aujourd'hui, on fait une présentation à 3 voix par ceux qui ont été au cœur du projet. Donc Lucrétia Andrea, chef MOA CNAF, et Pierre Leduc, chef MOE CNAF aussi. Et moi-même, Pierrick Leroy, donc consultant chez Tris Data Nantes. Donc, je laisse la main à Lucrétia qui présentera la CNAF bien mieux que moi. Bonjour à tous. Alors on commence par le début. Donc qu'est-ce que c'est que la branche famille? La branche famille désigne un réseau avec une CNAF, une caisse d'allocation nationale, enfin une caisse nationale d'allocation familiale, et 100 et une CAF qui sont sur le territoire national. Les principales missions, enfin sa principale mission, c'est surtout d'atténuer les inégalités au niveau de vie des familles. Et elle le fait en assurant les prestations familiales et légales et en intervenant sur 4 volets principaux. 4 domaines principaux qui sont la petite enfance, la jeunesse via un financement de dispositifs d'action sociale. On a la précarité, la lutte à la précarité et la solidarité, et après on a le logement. Toute cette organisation concerne environ 30 000 salariés. Donc c'est quand même une belle entreprise. On vous a mis dans ce slide quelques chiffres pour vous montrer un peu le contexte de données, des chiffres à la branche famille. Donc on a 13 millions, plus de 13 millions d'allocataires, 32 millions de personnes couvertes, on a 5 milliards de prestations versées, 30 millions de contrôles, ça c'est des chiffres à l'année. Hein. Et on a des flux en fait, de contacts de nos allocataires qui viennent par différents canaux, que ce soit l'accueil physique ou téléphonique ou des courriers ou des courriels. On est vraiment sur des chiffres très importants. Donc 1 million de rendez-vous à l'accueil physique, 140 courriers reçus, etc. Donc les données, enfin la data à la CNAF, enfin à la branche famille, c'est quand même quelque chose qui rythme un peu notre quotidien et le quotidien de pas mal de métiers. On utilise la data de différentes manières, mais classiques, hein, en fait, qu'on fait partout un peu dans les organismes, enfin dans les entreprises. Mais ce qui est intéressant pour nous dans ce slide, c'est de vous montrer en fait que sur les 30 000 salariés, il y a quand même environ un salarié sur 3 qui est intéressé par la donnée et qui utilise la donnée dans son activité. On a 3 niveaux d'ailleurs d'utilisation de cette donnée. On a un niveau national qui concerne la DSI, qui concerne les maîtrises d'ouvrage métiers. On a un niveau local qui concerne tous les métiers qui sont en CAF. Et après, on a un niveau régional qui n'est pas forcément, qu'on n'a pas représenté dans les aides précédentes, mais qui est assuré par les centres de ressources qui font un peu les traits d'union entre le national et le local. Il y en a 8 dans la branche famille. Au niveau des profils, on a, comme on vous montre, 800 experts de code, on a environ 2000 utilisateurs qui utilisent la donnée un peu à la volée, et après, plus de 10 000 utilisateurs qui vont par contre utiliser des applications clés en main. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter un peu notre patrimoine avant de le moderniser, ce qu'on avait il y a 5 ans. Donc on était sur un environnement full SaaS, avec une infrastructure figée et non scalable, donc on était un peu limité sur les perfs et augmenter les volumes de données. On stockait environ 800 000 tables et la volumétrie doublait tous les 3 ans. Une particularité, c'est liée à notre organisation, c'est qu'on avait 103 entrepôts de données étanches, un entrepôt national et les entrepôts pour les CAF. Et on chargeait les flux de données dans chaque entrepôt et vraiment de manière étanche, on ne pouvait pas avoir une vision partagée entre la vision nationale et la vision CAF. Donc sur les flux d'alimentation, on a 50 applications sources qui déversent ces données dans notre système. Ça représente à peu près 300 000 chaînes de chargement par mois. C'est tout ça pour vous donner un peu de contexte sur la migration qu'on a faite. Et donc on a 800 000 tables avec des données brutes qu'on charge directement et des données, ce qu'on appelle des tables d'agrégat, des données un peu transformées. On a, sur la gouvernance et la sécurité, on a un dictionnaire d'informations institutionnelles
qui décrit toutes nos données, plus de 45 000 données, qui sont référencées, décrites. On sait comment elles sont calculées, d'où elles viennent. Et c'est vraiment notre patrimoine, c'est la base de notre système. On avait sur ça une gestion des droits complexe. En fait, on habilitait les gens, soit ils accédaient à tout. On avait 2 systèmes, RH ou hors RH, mais soit on habilitait à tout, en gros, soit à rien. On ne pouvait pas habiliter à la donnée, donc c'était assez compliqué. On n'avait pas assez de place sur nos serveurs, donc on était obligé d'effacer les données. On écrasait beaucoup de données, on gardait que la donnée la plus fraîche, et pour historiser, on transformait les données pour faire des tables d'agrégat, justement, c'était le seul moyen d'historiser. Sur la partie restitution, on n'avait pas de solution de DataVis. Donc on avait des outils nationaux qui étaient développés par la DSI, des outils de paramétrage, des tableaux de bord, dans des solutions assez lourdes et difficilement maintenables. En fonction des outils, on avait entre 50 000 et 10 000 utilisateurs potentiels. Donc c'était assez, ce que disait Lucrezia, une personne sur 3 au maximum qui utilisait nos tableaux de bord ou nos applications. Et en local, dans les CAF, il y avait plus de 12 000 requêtes développées en local. Donc ça, tous les limites techniques plus ou moins et métiers aussi, que vous a présenté Pierre, nous ont amené du coup à se lancer dans ce grand projet de modernisation pour pallier à ces limites, mais aller beaucoup plus loin. Donc donner plus d'autonomie aux utilisateurs, comme disait Pierre, on n'avait pas d'outil de DataVis. Maintenant, on rend la donnée plus accessible avec la modernisation, enfin, ce qu'on visait à faire. On rend plus d'autonomie à l'utilisateur, on lui donne aussi un outil de DataVis. Améliorer l'évaluation et le pilotage en utilisant des données structurées et non structurées, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. En renforçant la vision du national et en partageant aussi cette vision, parce qu'avant, du coup, on ne voyait pas les mêmes choses. On faisait les mêmes requêtes, mais on ne voyait pas forcément les mêmes choses dans les entrepôts parce qu'on était complètement cloisonnés. En améliorant la sécurité et la gestion de données, notamment via l'historisation de données de détail et aussi en assurant une plus forte sécurité de la donnée, carrément à la donnée, donc maintenant. En ouvrant aussi aux partenaires, c'est-à-dire dans l'ancien système, on ne pouvait pas ouvrir nos outils et nos données aux partenaires. Et on a quand même pas mal de partenaires, on pense aux conseils départementaux, on pense aux tutelles, qui demandent de la donnée et à laquelle on doit donner des comptes. Donc cette limite-là, pour nous, c'était quand même une contrainte qu'on essayait de bypasser via le projet. Et aussi en ayant de nouveaux usages, donc en innovant via de nouveaux usages comme la vision 360 allocataire, l'analyse des mails, etc. Et pour franchir aussi un nouveau cap technique. Voilà, et donc un point important du projet, nos décideurs voulaient réduire les coûts forcément. On avait aussi une solution qui était assez lourde et peu agile, donc les process étaient compliqués pour faire évoluer le système. Nos perfs, je l'ai dit tout à l'heure, étaient un peu limités. On était sur des serveurs dans notre data center et pour augmenter les capacités, c'était compliqué, ça coûtait cher. Et on voulait une plateforme ouverte. On était vraiment full SaaS, table SaaS, et on ne pouvait pas bénéficier des outils du marché. Donc on voulait s'ouvrir aux nouveaux outils. Et donc on a modernisé. Là, on vous présente un découpage du projet. C'est un découpage classique. Il y a 2 choses, voire 3 à retenir. C'est que dans tous les différents chantiers du projet, il y a eu l'implication du réseau. Dans toutes les instances, que ce soit dans celle de pilotage à celle plus opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la CNAF et les CAF se comportent pas, enfin la CNAF ne se comporte pas en tête des réseaux comme une entreprise classique. Il s'agit d'organismes de droit privé qui sont chargés d'une mission de service public. En fait, il y a un directeur général qui va être le pilote national des CAF, qui va veiller à que les directives de l'État, décidées par l'État, soient bien mises en place par le réseau des CAF. Et après, on a les directeurs de chaque CAF qui est un peu le chef exécutif local, qui va en fait veiller à mettre en œuvre cette politique à l'échelle de son territoire, avec toutes les spécificités de son territoire. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, ça expliquera des choses qu'on verra par la suite, cette dimension locale qui est très importante, parce qu'on a 101 manières différentes de faire les choses, 101 organisations différentes qu'il faut essayer. Et donc, c'est vraiment cette dimension locale qu'on a introduit dans les périmètres de notre projet, parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas ignorer. Et après,
un volet important aussi de ce projet, sur lequel on va appuyer encore plus pendant la présentation, c'est le volet de l'accompagnement du changement. Parce que quand on a une hétérogénéité si forte et une organisation à multisite, il faut l'intégrer et il faut accompagner les gens. On change la vie, on change les métiers de beaucoup de personnes. Donc l'accompagnement du changement, il doit être essentiel dans la conduite du projet. Ouais, donc comme l'a dit Lucretia, l'accompagnement du changement, ça a été un point crucial et aussi sensible au vu du contexte. Donc c'est devenu un axe prioritaire par la CNAF et ça a été plutôt bien géré. Donc pour essayer de faire simple et synthétique, sur le rappel du contexte et le macro-planning, le projet s'est étalé sur 5 années. Date de début 2019 sur l'annonce de la fin de SAS. Et suite à ça, l'annonce aussi des remplaçants technologiques de SAS. Et ces outils, finalement, ont été mis en production, ont été réellement utilisés qu'en 2022. Donc il s'est passé 3 années où le contexte a été un peu compliqué. Et parce que qui dit changement d'outils dit aussi évolution des métiers. Et pour certains, on va dire, d'agents, ça a été vu comme un sentiment d'isolement, de perte de compétences. Et tout ça, il a fallu aussi le gérer. Sur le plan technique, il a fallu aussi jouer sur les 2 tableaux, c'est-à-dire qu'il y avait une continuité d'activité à garantir, tout en montant en compétence sur les nouveaux outils et faire énormément de veille technologique. Donc pour pallier à ces difficultés, ou du moins les anticiper, il y a un plan de formation qui a été mis en place, un plan de formation sur plusieurs strates. La première, c'est une formation sur mesure pour la DCI et les experts, ce qu'on appelle aussi les groupes task force. Donc ça s'est étalé sur 6 mois. Et ensuite, il y a une généralisation de cette formation à l'ensemble du réseau. Donc là, vous avez les chiffres, on voit sur 18 mois, c'est plus de 250 sessions en présentiel et plus de 2000 personnes formées. Le 3e niveau, ça a été le relais des CDR, donc le centre de ressources régionales, qui ont permis de suivre aussi les CAF dans leur région et de pallier aussi à un certain isolement des agents. Le catalogue des formations a été également mis à jour, donc le dispositif national des formations au niveau CNAF a été mis à jour, ce qui a permis aussi de continuer à monter en compétences et de peaufiner aussi les acquis. Et aujourd'hui, le rythme de croisière, en fait, il est centré finalement sur 2 points. Il est sur le relais, en fait, la CNAF via le catalogue de formation, et le relais permanent des CDR qui, lui, s'appuie plus sur l'accompagnement utilisateur côté Power BI. Alors, ici, on vous présente un peu les dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place le long du projet pour accompagner vraiment les utilisateurs. On a un espace métier qui a été créé directement, entièrement dédié au projet de modernisation, dans lequel on donnait des informations sur le projet de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. On organisait des teams pour rassembler le plus de monde possible, pour donner des informations sur l'avancement du projet, pour ne pas que ce soit une boîte noire où on n'a pas d'informations. On a mis en place des forums. Il y en avait déjà certains, mais on les a un peu réorganisés. Des forums techniques, thématiques, où la communauté des utilisateurs se rencontrait et pouvait présenter une problématique et partager des réponses. Et du coup, les autres utilisateurs pouvaient en profiter aussi. On a mis en place des outils d'entraide, comme le CitoStore. C'est un outil dans lequel il y a la possibilité de partager des programmes ou des rapports Power BI. Donc les CAF, elles peuvent partager entre elles des programmes. On a mis en place un SAV, une hotline hebdomadaire pour que les gens ils apprennent à travailler ensemble et ne pas rester bloqués dans leur coin, justement pour lutter à l'isolement. Et on a créé quand même un groupe d'accompagnement aux utilisateurs qui faisait des webinaires, qui fait des webinaires encore, qui met en place des fiches documentaires pour pallier, pour répondre à des questions techniques ou autres du réseau. Et tout est enregistré et très utilisé parce que tu n'étais pas obligé d'être présent, parce que tu pouvais quand même aller retrouver l'information. Aujourd'hui, notre écosystème à la branche famille, ça ressemble à ça. Alors c'est compliqué, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais en gros, ce qu'il faut retenir, il y a une partie
d'outils Databricks qui permet la manipulation de la donnée, qui a été quand même enrichi de bibliothèques de fonctions qui sont partagées par les réseaux, donc on ne se prend pas trop la tête, on a des difficultés à mettre en place des fonctions et du coup on va directement piocher dans cette bibliothèque. On a tout l'outillage pour la data visualisation. On a en bas à gauche un portail site qui centralise les restitutions, que ce soit au niveau national ou régional ou local. On a le dictionnaire d'information qui est quand même notre socle de base dans lequel on recense et on décrit et la donnée et les indicateurs, les tables et les indicateurs. On a la partie SIDOSOR, donc pour le partage des programmes dont on a parlé avec une vision nationale et locale. Donc c'est les nationales qui partagent pour le local et le local qui partage entre eux, enfin, entre les utilisateurs. Et après, comme on disait, il y a toute cette partie documentaire qui permet de mettre à disposition du réseau et des fiches et des webinaires et toute source documentaire en fait, qui pourrait être utile aux utilisateurs dans leur quotidien. Ça, c'est pour vous présenter en gros, avec un petit zoom de Pierre. Donc sur la nouvelle plateforme, donc en bleu, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc on a maintenant un data lake unique avec 500 Tera de données. On en avait 25 sur SAS. En 5 ans, on est passé de 25 à 500. On a plus de 50 tables qui contiennent plus d'1 milliard de lignes. Donc on a des volumes qu'on ne pouvait pas traiter avant. On a Databricks pour l'accès aux données avec 1400 utilisateurs habilités. Donc on fait requêtage avancé, analytics, ce qu'on faisait déjà en SAS. Mais en plus, on peut faire du machine learning, du big data, de la data vise augmentée avec Genie et de la gouvernance de la donnée avec Unity Catalog. On a un outil DataVis, donc on a Power BI. On a, entre la CNAF et les CAF, plus de 350 créateurs de rapports et plus de 10 000 utilisateurs, consommateurs de rapports. Et on a des applications web pour notre portail d'applications et notre application de partage et pour les restitutions complexes qu'on développe toujours en application web. Donc ce qu'il faut retenir, les points de vigilance, c'est qu'au début du projet, on a eu une ambition un peu démesurée, c'est qu'on a voulu tout changer. On s'est dit on change de plateforme, on va changer la modélisation des données, on va changer le langage de programmation, on va tout changer. Et en fait, on s'est rendu compte que la marche était un peu trop haute. On a été obligé de revoir nos ambitions à la baisse. Et finalement, on a fait une migration quasi à isopérimètre. Et on a reporté la rationalisation du périmètre à plus tard et on le fait aujourd'hui, en fait, a posteriori. Parce que c'était trop compliqué. Surtout, les gens connaissaient bien les données, ils ne connaissaient plus le langage. Et si on changeait en même temps la structure des données et la modélisation, on n'aurait pas réussi en 5 ans. Ce qui est important, c'est qu'intégrer la dimension humaine dans le projet, parce que les changements étaient vécus difficilement. Donc on les a dit, les risques, isolement, perte de confiance. Et ce qu'on a bien réussi à faire, je pense, c'est qu'on a intégré les utilisateurs dans tous les chantiers qu'on a vus tout à l'heure. Et c'était le métier qui parlait au métier. Ce n'était pas le national qui donnait les informations aux personnes en CAF. C'était vraiment des gens des CAF, des gens du métier qui parlaient au métier. Et le message passait beaucoup mieux comme ça. Ouais, et alors, dans ce contexte, ce qui était aussi important, ça a été d'harmoniser et de formaliser en fait les process. C'est marqué sur le slide, parce que finalement, c'est 101 CAF, donc c'est 101 entreprises indépendantes avec des organisations aussi différentes. Donc, afin d'augmenter les gains de mutualisation, il faut, voilà, c'est les points de vigilance qu'on a mis. Ça paraît prioritaire de bien rédiger et de bien formaliser ces process. Donc, les réussites dans le projet, donc c'est ce que je disais, c'est qu'on a impliqué les acteurs métiers dans le projet. Dès les phases amont du projet, des utilisateurs ont été impliqués dans tous les chantiers et dans les instances décisionnelles pour pas que ce soit une vision que nationale sur le projet. Sur la méthode de travail, ça nous a permis un peu de décloisonner les métiers où on avait l'ADSI, les métiers, les maîtrises d'ouvrage et les utilisateurs où on était un peu chacun sur son domaine. Et là, on a vraiment travaillé ensemble, on a co-construit le projet. On a réussi à créer une dynamique de partage et d'entraide. Donc on a eu la dynamique et on a outillé avec le SIDOSORCE qu'on vous disait tout à l'heure. Et Luc Rézer, je te laisse. Oui, après il y a aussi, comme on disait, la dimension régionale qui a joué un rôle quand même important
dans tout le projet, parce que du coup, ils ont vraiment permis d'avoir une vision plus proche du terrain, c'est-à-dire qu'ils faisaient remonter au national les difficultés qu'il y avait au niveau régional. Ils permettaient aux CAF de leur même région de se mettre en lien et ils apportaient quand même un premier niveau de réponse déjà aux CAF en difficulté à leur échelle déjà. Et une autre clé de réussite aussi, c'est l'accompagnement du changement, comme on vous l'a dit. Pour nous, ça a été vraiment un des chantiers les plus presque clés en fait de ce projet, parce que on a mis en place des choses comme une communication transparente, c'est-à-dire on ne communiquait pas uniquement quand on avait les réponses, on communiquait même quand on n'avait pas de réponse. C'est-à-dire qu'on se mettait au niveau de l'utilisateur et on disait, voilà, la boîte noire, on n'a pas la réponse, on est en train de travailler dessus, mais ça viendra. Donc on a essayé d'informer à tous les niveaux du projet. On a pérennisé aussi les outils, c'est-à-dire on a capitalisé ce qu'on a mis en place, des choses qui auraient dû rester uniquement pendant la période du projet, comme une démarche classique de projet, finalement, on les a pérennisés. Donc le site, il est resté, les groupes d'accompagnement aux utilisateurs, ils sont restés, les outils de partage, ils sont restés, et les informations et même les habitudes de communication, qui avant étaient un peu obscures, ils sont restés en place. On a cherché l'adhésion des équipes et du réseau, mais parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire autrement. Sans le réseau qui joue le jeu, on n'aurait pas pu aboutir dans le projet. Et cette formation en cascade aussi, ça a été quand même un sacré challenge, mais qui était réussi, parce que du coup, former et investir énormément sur la formation au début, et cette formation de masse, donc mettre une bonne partie du budget là-dedans, ça nous a permis aussi d'arriver là où on en est aujourd'hui, à aboutir dans notre projet. Oui, alors là, je viens de voir les maîtres du temps, il n'y a plus de pancarte, donc je pense qu'on a cramé tout notre temps. Donc oui, alors ce qui est aussi positif, on le voit bien, finalement, on a fait des slides sur les points de vigilance et les clés de réussite, et il y a beaucoup plus de réussite que de vigilance. Donc c'est déjà pour dire que ça a été hyper positif sur le projet et beaucoup de choses en est ressorties. Sur les deux parties là, énoncées dans le slide, ça a été la montée en compétences, bien évidemment, des agents, mais surtout l'adhésion. C'est-à-dire qu'en plus de monter en compétences, ils ont pris goût aussi à utiliser ces nouveaux outils et ils ont trouvé des choses intéressantes à faire de nouveau qu'on ne faisait pas avant avec ces outils. Donc ça, c'est aussi un premier challenge de gagner. Le deuxième, c'était la mise en place de trois gros groupes de task force spécialisés. Donc un sur on va dire sur la réécriture du patrimoine en local, un autre sur l'accompagnement des utilisateurs. Donc ça, Lucretia vous en a parlé, c'est tout ce qui a été mis avec les webinaires, les gamers, toutes ces choses en place pour accompagner l'utilisateur et pas le laisser tout seul. Et le troisième sur la recette, parce que sur un projet comme ça, c'est très très conséquent. Et si on n'avait pas eu ces groupes-là, le projet n'aurait pas eu la même finalité, sachant que c'est sur la base du volontariat. Donc voilà, on a des gens motivés et engagés qui ont permis à ce projet de réussir. Juste le mot de la fin, pour vous dire que du coup, même dans le task force, c'était des volontaires du réseau. On n'est pas allé chercher loin. On a cherché des experts ou des volontaires en fait, du réseau pour les intégrer dans ces groupes qui ont aidé tous les autres à pouvoir avancer. Donc l'humain dans l'accompagnement, l'humain aussi dans la réussite du projet et du début à la fin. Voilà. Merci. Merci à tous. Alors, on a un petit peu grillé au niveau du temps. On a un stand tri si vous avez des questions, si vous voulez étayer des points un peu plus précis, notamment sur l'accompagnement sur Power BI et Databricks. Et les experts CNAF sont là de 14 à 16 heures. Donc si en plus vous pouvez choisir ces créneaux-là, vous aurez la panoplie des gens qui ont été au cœur du projet. Voilà. Merci de votre écoute. Et bon appétit. On a encore 1 minute s'il y a besoin des questions. Il y a 1 minute pour poser une question. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous, parce que vous avez beaucoup parlé de l'accompagnement en interne. Et moi, je me posais la question s'il n'y avait pas des enjeux aussi d'accompagnement au changement auprès de vos bénéficiaires usagers. Vous nous avez parlé de nouveaux usages, de partage avec de nouveaux tiers. Comment vous avez recueilli le consentement de vos utilisateurs, des bénéficiaires en fait, dont vous utilisez les données? Comment vous communiquez auprès d'eux sur les résultats de nouveaux algorithmes peut-être qui sont appliqués sur leurs données. Voilà, je voulais une question sur ce chantier aussi. Alors, le projet de modernisation, ça a été vraiment un choc pour les gens qui travaillent dans la branche famille. C'est-à-dire que ça a été transparent pour l'utilisateur final. Au niveau des tutelles, on donnait des chiffres avant, on les a donnés après. Enfin, toujours sur les mêmes périmètres, sur les mêmes métriques. En fait, pour eux, ça a été transparent. C'est vraiment plus en interne que ça a été l'accompagnement du changement et il a dû être mis en place. Parce que les gens, ils ont changé de métier.
Que ce soit à tous les niveaux, même la DSI, hein, enfin, ils avaient des nouveaux outils, des nouvelles formes de langage. On va recommencer pour la vidéo. Oui, je me demandais, vous nous avez dit que vous partagez avec d'autres organismes tiers avec lesquels avant vous ne pouviez pas partager les données. Désormais, vous pouvez partager les données. Et comment ça, vous le communiquez à l'utilisateur dont vous allez partager les données, par exemple? Alors, c'est la manière qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, on partageait de l'information, mais on faisait nos requêtes en interne et on diffusait par mail, on diffusait des petits tableaux Excel et ça se passait comme ça. Là, aujourd'hui, on peut partager carrément des rapports, des outils. C'est la manière de partager, c'est l'outillage en fait qui va. C'est pas le résultat qui a changé pour eux. C'est pour ça. Ils ont juste vu de la modernisation dans la manière dans laquelle on communique maintenant. Tu veux compléter, Pierre? Eh ben, merci beaucoup. De rien.